À la une de l'actualité ce mardi, l'INSD, l'Institut national de la statistique et de la démographie, sort enfin de son silence. Une année après le lancement du 5e recensement général de la population et de l'habitation, les résultats sont enfin disponibles. La population du Burkina Faso est maintenant estimée à plus de 20 millions d'habitants. La pandémie du coronavirus gagne encore du terrain au Burkina Faso depuis quelques temps. Face à cette situation, le gouvernement renforce les mesures barrières pour limiter la propagation de la maladie. Voilà pour les titres de l'actualité de la mi-journée sur BF1. Bienvenue à tous et merci de nous choisir. Les résultats de l'enquête sur le recensement général de la population et de l'habitation réalisée de novembre à décembre 2019 sont enfin disponibles. On apprend que la population du Burkina Faso est estimée à un peu plus de 14 millions d'habitants en 2006 est passée à plus de 20 millions d'habitants, soit une augmentation de plus de 6 millions d'habitants en 14 ans. Ce 22 décembre, l'INSD a présenté les résultats préliminaires du 5e recensement général de la population et de l'habitation en présence des membres du gouvernement. On écoute le Premier ministre Christophe Dabiri. Je lançais cette opération du 5e recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso en septembre 2019. Je crois qu'il y a beaucoup qui ne croyaient pas aux résultats parce que c'était un contexte sécuritaire extrêmement difficile pour notre pays et on était étonné de voir que le ministère de l'économie et des finances et du développement lançait une telle opération qui concernait l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, le résultat est là et nous ne pouvons qu'être heureux et satisfaits du dénouement positif de cette opération qui a été lancée. Je crois qu'il est important de souligner que les statistiques font partie des instruments de planification du développement dans notre pays. Nous avons réussi à organiser cette 5e opération de recensement général. Nous allons profiter de l'occasion pour exploiter au mieux l'ensemble des données préliminaires qui nous ont été proposées par l'INSD pour pouvoir élaborer de façon conséquente le nouveau référentiel de développement économique et social de notre pays que nous sommes en train de mettre en place à la suite de l'élection du président du Faso. Il y a des indicateurs extrêmement importants qui montrent que nos politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. Parce que notre population est constituée principalement de couches jeunes et de femmes. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. Et c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré qui présidera à la destinée de ces 20 millions de Burkinabés. Après la confirmation de sa victoire par le Conseil constitutionnel la semaine dernière, le bal des félicitations se poursuit au siège du MPP. Ce 22 décembre, 3 candidats malheureux, Edi Kombeugo, Kadri Désiré Ouedraogo et Maître Ambroise Farama, sont allés présenter leurs félicitations au président élu pour un second mandat de 5 ans. Ils ont affirmé leur volonté à accompagner Roch Kaboré dans sa gouvernance pour le rayonnement du Burkina Faso. On écoute Edi Kombeugo. Nous sommes donc venus le saluer et l'inviter à être le président de tous les Burkinabés, sans distinction d'ethnie, de religion, de profession, tous les Burkinabés tout court. Nous sommes également venus lui demander de respecter ses engagements de campagne, notamment la réconciliation nationale, notamment la relance économique et surtout le retour de la paix. Nous lui avons rassuré de notre disponibilité à œuvrer à ses côtés lorsqu'il s'agira toujours de l'intérêt supérieur de la nation, de l'intérêt supérieur des Burkinabés. Nous serons présents. Nous allons certainement jouer notre rôle, puisque nous sommes le deuxième parti officiel en nombre de députés en tant qu'opposants.
nous allons apporter la critique constructive pour qu'ensemble, nous puissions construire le pays. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait l'unité de l'ensemble des Burkinabés, l'unité nationale, la cohésion sociale, afin que ces 3 points que j'ai soulevés, nous puissions organiser des États généraux sur la paix, des États généraux sur la réconciliation nationale, des États généraux sur la relance économique, dans une situation internationale difficile sur le plan économique avec la Covid-19. Pendant que le président Kaboré reçoit les félicitations de ses opposants, au Ghana voisin, la rue manifeste à Koumassi pour demander l'annulation des résultats de la présidentielle du 7 décembre dernier. Une présidentielle, je vous le rappelle, a vu la victoire de Nana Akufo-Addo. À travers ces manifestations, les partisans du NDC, de John Mahama, candidat malheureux, entendent mettre la pression sur la commission électorale qui a validé la victoire de l'actuel président. Les manifestations se multiplient dans la ville de Koumassi. Une nouvelle fois, les partisans du NDC sont descendus dans les rues de la capitale de la région Ashanti pour demander l'annulation des résultats de l'élection présidentielle qui a vu la victoire au premier tour du président sortant Nana Akufo-Addo. La réélection de l'actuel chef du gouvernement n'a pourtant toujours pas été officialisée car le leader du NDC, John Mahama, continue de contester les résultats proclamés par la commission électorale. La manifestation qui avait débuté pacifiquement a finalement tourné à l'affrontement avec les forces de sécurité après que plusieurs manifestants aient mis le feu à des pneus de voitures. Jeudi dernier, déjà une trentaine de sympathisants du NDC avaient été arrêtés à Accra après des heurts avec la police. Les proches du NDC sont déterminés à poursuivre leur protestation et à mettre ainsi la pression sur la commission électorale qui a validé la victoire de Nana Akufo-Addo. Au Ghana, tout comme au Burkina Faso, les candidats à la présidentielle ont dû battre campagne pour convaincre l'électorat. De grosses sommes d'argent ont donc été mobilisées pour l'occasion. Et selon l'ARGA, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, les partis politiques ont rivalisé d'ardeur dans la mobilisation de fonds pour leur campagne des présidentielles et des législatives du 22 novembre dernier. Une question se pose alors, qui a le plus dépensé? Avec quel impact sur les résultats des élections? Élément de réponse dans cet élément signé Maguid Bakoua. Le MPP est le parti politique qui a le plus dépensé au cours de cette campagne électorale. Il est suivi par le CDP, l'UPC, le NTD et la DFRDA. C'est ce qui ressort du rapport de l'ARGA, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique. Selon l'enquête, l'argent a eu un poids énorme sur le processus électoral. Tous les partis politiques ont fait un geste à l'endroit de l'électorat, que ce soit en espèces, en vivres, en carburant ou en gadgets. Cette générosité des formations politiques n'a d'autre intention que d'influencer le choix des électeurs. Toutes ces pratiques ont permis aux partis de reléguer au second plan le discours politique au profit de la ressource financière selon Arga Burkina. Je crois que de plus en plus, on est en train d'entrer dans un système où le discours politique est relayé au second plan au profit de l'argent et en tout cas de la capacité à mobiliser et à distribuer des ressources aux acteurs. Mais il n'y a pas que l'argent liquide seulement, il y a aussi que, pendant même la campagne, il y a des distributions de vivres, il y a un certain nombre de présents qu'on accorde à un certain nombre de catégories d'acteurs et qui font effectivement que ça contribue à influencer effectivement le choix des électeurs. L'enquête a aussi permis de relever une nouvelle tendance qui consiste pour les jeunes à créer une expertise qui leur permet de mener de la mobilisation au profit des partis politiques. C'est-à-dire, quel que soit le parti qui vient, et vous payez le prix qu'il faut en fonction de votre enveloppe, il mobilise du monde. Vous voulez transporter des militants dans leur zone pour aller vers un stade pour votre meeting, vous dites combien de femmes ou d'hommes vous avez besoin et combien vous avez, et ils essaient effectivement de faire le travail. Donc l'un dans l'autre, on se retrouve dans une sorte de marché dans le processus électoral où il y a à la fois une offre et une demande qui malheureusement s'éloignent des offres politiques ou de la demande en termes de proposition des candidats. On s'écarte fortement de cette situation et c'est bien dommage pour le processus démocratique. L'enquête a concerné 5 régions qui sont le centre-nord, le centre-ouest, la boucle du Monde et le Haut-Bassin. Au total, 358 personnes ont été interrogées au cours de cette enquête.
Santé à présent avec le point de l'évolution de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. À la date du 20 décembre, 206 nouveaux cas ont été enregistrés, portant à 1425 le total des cas actifs. Face à cette recrudescence de la maladie, le gouvernement annonce des mesures. Parmi elles, la perspective de la vaccination et surtout le renforcement des capacités opérationnelles des centres de santé avec l'augmentation des lits de réanimation et des respirateurs artificiels. Le point avec Dr Brice Bikaba. Le nombre de tests réalisés, de manière globale, on note également une augmentation du nombre de tests qui sont réalisés, avec une moyenne donc de 15 000 tests par mois. À titre d'exemple, en septembre, nous avions noté 16 345 tests. En octobre, nous avons noté 8 499 tests. En novembre, 14 879 tests. Et en décembre, nous n'avons pas encore terminé le mois, mais nous sommes déjà à 15 212 tests. L'évolution hebdomadaire du nombre de décès également montre qu'au cours donc, des 2 dernières semaines, nous avons noté donc, un certain nombre de décès, notamment à la semaine 50, 5 décès, et au cours de la semaine, 3 décès. Donc en un mois, ça fait 8 décès donc, que nous avons notifiés. De manière globale également, nous avons analysé au cours donc, de la semaine dernière 9 370 échantillons, dont 1380 ont été positifs, soit un taux de positivité de 14,72%. Le total des échantillons analysés donc, à la date donc, de ce jour est de 89 214, dont 5 160 positifs, soit un taux de positivité de 5,78% contre 14,72% au cours donc, de cette semaine. L'analyse donc du taux de reproduction montre que nous sommes passés d'un taux de reproduction qui était à 1 à un taux de reproduction qui est supérieur à 1, ce qui montre aussi que l'épidémie donc est active et donc on a une tendance à l'augmentation du nombre de nouveaux cas. Au regard de la situation, quelles sont les hypothèses que l'on peut poser pour expliquer cette éventuelle hausse du nombre de cas? La première, nous avons les facteurs climatiques. Au cours donc, de la période de novembre à février, généralement, le système de surveillance notifie une augmentation donc, du nombre de syndromes grippal, du nombre d'infections respiratoires aiguës sévères, et ça c'est saisonnier, lié donc aux facteurs climatiques, à l'harmattan qui souffle et la poussière. Donc cette augmentation est corroborée par une augmentation du nombre de cas dans plusieurs pays voisins qui ont également des similitudes climatiques avec la nôtre. Ce n'est pas la seule explication. Nous avons également le non-respect des mesures de prévention contre la Covid, notamment le port de masque, la distanciation physique, les grands rassemblements, etc. Donc ça également, c'est une cause qui pourrait expliquer le nombre élevé de cas que nous observons depuis quelques jours. La troisième cause, c'est la porosité des frontières. Il est vrai que les frontières sont fermées depuis un certain temps, mais l'analyse donc, du système que nous avons mis en place nous permet de voir que plus de 700 000 passagers donc, arrivent donc, à passer au niveau donc, de 16 points d'entrée. Donc, pour les prochaines semaines, il faut qu'au regard donc, de la tendance actuelle, il faut que nous réussissions donc, à maîtriser la réduction donc, de nouveaux cas. Il faut réduire donc, ces nouveaux cas, essayer de casser cette chaîne de transmission. Éviter également qu'il y ait une létalité qui monte, parce que nous avons vu, lorsque le virus donc, circule à un certain moment, il peut changer de comportement et on peut observer qu'il y a donc une augmentation donc, de la létalité. En termes de perspective, c'est le renforcement des capacités de laboratoire, la mise en œuvre de la tarification du test du voyageur. Donc depuis aujourd'hui, les tests des voyageurs donc, sont tarifiés à hauteur donc, de 50 000 francs. Pour tous ceux qui veulent faire un voyage, c'est 50 000 francs. Pour le reste, ceux qui sont des contacts, des cas suspects, c'est toujours gratuit. Nous avons également le renforcement de la capacité d'accueil de prise en charge des maladies hautement pathogènes, la poursuite des préparations des capacités des principaux points d'entrée et la poursuite du renforcement de l'engagement communautaire et la préparation de l'introduction du vaccin de Covid-19, parce que nous avons mis en place un comité d'organisation pour l'introduction de ce vaccin.
Dans la chronique économie de cette semaine, l'on parle de la nouvelle loi de finances 2021, une nouvelle loi qui annonce 2 nouvelles taxes. On se pose donc la question de savoir quel sera l'impact des nouvelles taxes sur le consommateur. La question reste posée, mais ces nouvelles taxes annoncées vont par contre concerner principalement les activités financières. Rémi Lambert-Népi. Selon les prévisions de la loi de finances 2021, les recettes fiscales représentent 75,06% du budget total. C'est donc dit que le gouvernement compte sur ses propres moyens pour financer ses dépenses. Les services des impôts se doivent également d'optimiser le recouvrement. C'est ce qui justifie peut-être le changement de la durée de validité de l'attestation de situation fiscale. De 3 mois, elle passe à 1 mois. La pression est mise sur les contribuables. Si elle n'est valable que 1 mois, il faudrait en retour que l'on puisse ramener les paiements à 1 mois. C'est-à-dire garder les mêmes délais, essayer d'équilibrer justement pour qu'on puisse avoir une ASF que l'on va déposer, qu'on soit remboursé à temps et ne pas être obligé de recourir encore à aller faire une autre ASF. Si normalement on arrive à réduire le délai de validité, c'est que de l'autre côté, au niveau des impôts, il y a des services qui sont mis en œuvre, il y a des plateformes qui sont mises en œuvre pour que la délivrance de ces documents-là soit faite de manière plus rapide et plus sécurisée. C'est ce qu'on espère, c'est ce que je crois en tout cas, et c'est ce que la plupart des PME vont espérer et puis attendre. Désormais, l'attestation de situation fiscale est aussi exigée pour les demandes de cession du terrain par les sociétés immobilières et les cas de demande de renouvellement et de transfert de titres miniers et autorisations diverses. Mais la principale nouveauté, c'est celle-là, la TAF, la taxe sur les activités financières. Elle remplace la TVA et son taux est fixé à 17%. Ces implications ne sont pas encore clairement définies, mais banques, établissements financiers, intermédiations financières, opérateurs de change ou de transfert d'argent, tous sont astreints à prélever la TAF à partir de janvier 2021. Je ne sais pas s'il y a à s'inquiéter ou pas. Il faut déjà voir comment est-ce que les banques et les opérations et les autres personnes concernées, institutions concernées par la TAF vont réagir, parce que c'est à elles de facturer. Comment est-ce qu'elles vont facturer? Comment est-ce qu'elles vont récupérer l'argent? Est-ce que le client va préférer changer de banque si le taux est plus important et la taxe est encore plus importante ou autre? En fait, il faut voir déjà comment est-ce que ces établissements, ces institutions vont réagir face à cette nouvelle taxe, parce que c'est à elle de facturer, donc c'est à elle de se faire rembourser, et on verra après si au niveau du client s'il y aura une répercussion. Mais de toute façon, je crois qu'une nouvelle taxe, il y a toujours une répercussion, que ce soit en hausse ou à la baisse, il y a toujours un impact à la fin sur le consommateur final. Trop d'interrogations sur ces nouvelles mesures fiscales sont soulevées par les contribuables. Mais une note d'orientation de la Direction générale des impôts devra clarifier les choses dans les jours à venir. Les contribuables soumis au régime de la contribution des micro-entreprises sont aussi invités à se renseigner sur les nouvelles mesures fiscales, puisque cette taxe a été scindée en 2 sous-régimes et selon le chiffre d'affaires annuel. Tout autre chose à présent avec cette reconnaissance du ministère en charge du commerce à ces acteurs qui se sont le plus illustrés cette année par leur abnégation et leur détermination au travail. 233 personnes au total ont été distinguées par le département de Harouna Kaboré, témoin de l'événement Stéphanie Yen. Ce jour est un jour spécial pour tous ces acteurs du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Ces distinctions honorifiques élèvent ces hommes et femmes au rang de chevaliers, grands officiers et officiers. Et les récipiendaires ne cachent pas leur joie. Honnêtement, c'est un sentiment de fierté qui m'anime. Je pense que voir la nation reconnaître ton mérite, ça fait chaud au cœur. Et je me rends compte que c'est aujourd'hui que ma carrière commence. Et je remercie les plus hautes autorités de ce pays pour avoir pensé à ma modeste personne. Je une invite à mieux faire et j'espère être toujours au diapason des exigences de qualité. Un sentiment de joie, de fierté. Je dédie cette médaille à tout le personnel. C'est un travail d'équipe, ce n'est pas un travail individuel. Et je remercie mon patron aussi qui m'a fait confiance.
et qui m'a permis vraiment de faire mes preuves dans cette société. C'est l'occasion pour le ministre Aruna Kaboré d'exprimer sa satisfaction et d'encourager les récipiendaires à plus d'abnégation dans le travail. Je suis comblé ce matin de voir tant de collaborateurs et partenaires distingués. Cela procure une satisfaction immense à tout égard et nous renvoie un signal qu'il y a une forte adhésion à la vision que nous avons toujours voulu implémenter au niveau sectoriel. Alors, faisons en sorte que cette vision, au départ une idée, se bonifie avec le temps, afin que les actions du département puissent contribuer davantage à la consolidation de l'économie de notre pays pour le bonheur des populations laborieuses. Au total, 233 distinctions ont été décernées au ministère, dont 132 opérateurs économiques, 36 récipiendaires de l'administration publique, 37 partisans et 28 agents de société d'État. Dans le reste de l'actualité, ils sont connus pour être omniprésents sur le terrain de la contestation, avec des heures de grève et des conférences de presse à n'en point finir. Eh bien, cette fois-ci, ils sont sur le terrain de l'humanité qui les tient aussi à cœur. La coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances a répondu au cri de cœur des populations déplacées de Kaya en leur apportant fourrage, latrines et vivres. Fini les travaux de construction, la coordination a procédé ce 19 décembre à l'inauguration des infrastructures en présence de Benjamin Kwame. 2 forages motorisés sur les sites de Kaya et de Kongoussi, 6 blocs latrines, 80 tonnes de riz, 55 tonnes de farine, des aliments pour enfants, des articles ménagers, des formations au profit des femmes. Voilà ce que vaut le geste de la coordination des syndicats du ministère des Finances. Un geste de bienfaisance, de solidarité, mais aussi d'interpellation à des actions communes envers ces déplacés. À nos frères qui ont fui la terreur et l'ennemi et qui se trouvent ici par pur hasard, nous serons toujours à vos côtés afin que bien loin de vos familles, vous puissiez toujours retrouver à chacun de nous un frère ou une sœur qui vous aime. Cet instant solennel nous permet, encore une fois de plus, d'interpeller le gouvernement sur son rôle régalien d'assurer à tout Burkinabé la sécurité. Notre vœu le plus cher est que dans un futur très proche, nos frères et sœurs ici présents regagnent leur habitat dans la sécurité totale. Au total, 150 millions de francs CFA mobilisés à partir des cotisations des agents du ministère de l'Économie et des Finances. Un acte qui vient soulager ces populations. Je peux dire que l'homme le plus heureux aujourd'hui, c'est moi, particulièrement, et la population de Bahreïn. Parce que ce que les syndicalistes du ministère des Finances ont fait pour la population de Bahreïn vraiment est très énorme. L'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des déplacés à Bahreïn, mais ce n'est pas seulement ces déplacés-là qui vont profiter. Dans cette école, nous avons presque 800 et quelques élèves. Déjà, rien que ça, c'est vraiment un grand soulagement. En venant à Kaya, ça n'a pas été du tout facile. Nous sommes arrivés sans rien. Maintenant que nous avons du soutien, surtout avec les dons des agents du ministère de l'Économie, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous leur disons merci du fond du cœur. La dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso a entraîné un déplacement massif des populations de leur localité d'origine. À ce jour, on dénombre plus d'1 million de déplacés. Et Kaya et Kongoussi enregistrent le plus grand nombre de déplacés internes. Dans le même registre et pour finir, c'est Noël avant l'heure pour 500 enfants démunis âgés de 2 à 12 ans. L'association Petit Genre a initié un arbre de Noël en leur faveur. Objectif, redonner le sourire à ces enfants qui n'ont pas choisi leur sort. Abdou Aziz Sari. Ces enfants démunis ne pouvaient pas s'empêcher d'exprimer leur joie. Le Père Noël est venu plus tôt que prévu, les mains chargées de cadeaux. Ce sont entre autres des jouets et des chaussures qu'il leur offre. Merci Papa Noël. J'ai reçu les jouets et les chaussures. Merci Papa Noël. Environ 500 enfants de 2 à 12 ans bénéficient de ces cadeaux. Cet arbre de Noël est une initiative de l'association Petit Genre. Il a été une réussite grâce au soutien de nombreux partenaires, dont l'association Coach du Cœur. Nous n'avons pas hésité à accompagner l'association Petit Jean parce que la cause des enfants issus des milieux moins favorisés, c'est une cause qui nous touche.
Notre association intervient dans le domaine de l'éducation, mais également notre association mène plusieurs actions caritatives à l'endroit de ces enfants-là. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'association Petits Jean nous a sollicité, nous n'avons pas hésité. Nous n'avons pas hésité parce que nous nous sommes dit qu'ensemble, nous aurons beaucoup plus d'impact. Au-delà des cadeaux, chaque enfant a aussi eu droit à un repas. C'était également l'occasion pour eux de montrer leur savoir-faire chorégraphique. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 22 décembre. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur notre chaîne. À demain.